J'ai d'abord coupé les ponts, donc je n'ai plus jamais mis pied où vivait ma mère jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai plus jamais mis pied. D'où je vous dis qu'il y a des gens qui disaient à ma mère, ta fille dit même que les gens lui ont fait quoi? Donc ils venaient taper le ventre de ma mère pour savoir ce que je pense d'eux, parce que j'avais coupé les ponts. Je n'avais pas prononcé les gens. Mais j'avais coupé les ponts. Les gens disent à ma mère, ta fille dit même que les gens lui ont fait quoi? J'ai reçu des captures d'écran, des fuites de conversation de certaines personnes sur moi qui faisaient des panels de moquerie, des adultes, des gens qui étaient supposés être mes mamans. Lorsque quelqu'un m'avait croisé dans une église, ma famille était au courant et ma mère venait me dire qu'on se moque d'elle, que je suis déjà dans les églises, que la vie est en train de me taper, qu'on la voit dans les prières. Maman, elle cherchait d'abord quoi dehors? Donc, les gens étaient contents de ce qui m'arrivait. J'ai eu des captures d'écran que mes tantes ne savent même pas que j'ai, parce que je garde tout. Et où il y a une là qui a envoyé un message à quelqu'un et qui dit, celle-là, parce que quand j'ai coupé les ponts, je ne parlais pas, mais j'étais stricte chez moi. Je n'adressais plus la parole aux gens. Je traversais une lutte intérieure, un désarroi, une déception de la vie. J'étais dans une phase de désillusion. Que donc c'est comme ça que le monde est. Et donc j'étais renfermée sur moi. Et les gens disaient que, parce que je ne partais plus chez eux, aider ma mère à laver les assiettes, cuisiner pour eux, les gens disaient que je suis orgueilleuse. Quand on se cherche, on se rabaisse. Que je suis Madame l'orgueil dans la pauvreté. Celle qui fait l'orgueil dans la pauvreté, n'en a rien. Mes mamans, qui parlent de moi comme si je suis leur rivale, comme si je suis leur sœur. L'orgueil n'en a rien. Il y avait des filles comme moi qui vivaient chez eux. Il y avait des filles comme moi qui étaient aussi des nièces qui venaient d'autres endroits qu'elles ont pris au village et avec qui j'avais des affinités, qui me disaient certaines petites choses. Par exemple, si je m'en vais rendre visite à ma mère avant que je ne coupe les ponts, quand je rentrais, mes autres cousines qui subissaient aussi ces choses-là et qui ont toutes fui la maison à ce jour, elles ont toutes fui, elles ont coupé les ponts. Elles n'ont pas encore eu la délivrance, mais ça viendra. Elles me disaient qu'on m'a surnommée souffrance. Donc, quand ma tante rendait compte à celle de l'Europe, une de mes cousines a intercepté comment ma tante disait à celle de l'Europe, souffrance était ici, si tu la vois. Souffrance était ici. Elles m'ont surnommée souffrance. Tout ça m'a fait tellement de mal. Toutes ces révélations m'ont fait tellement de mal. Et comment est-ce que je quitte le Cameroun? Parce qu'à un moment, on a besoin de soutien. J'étais à terre. Je n'avais vraiment, donc j'étais à terre. Je me suis même retrouvée à briser du poisson à l'entrée de la cité universitaire pendant que mes camarades obtenaient les concours en médecine. Je me suis retrouvée. J'ai une cousine qui était venue de la campagne. Je l'ai invitée pour rester avec moi. Donc, je lui ai dit qu'on va briser le poisson. Elle va le faire et je viendrai aussi souvent la voir. On va souvent se changer de relais. Si mes enfants sont à la maison, elle peut rester parfois. Moi, je monte et je brisais les poissons avec ces mamans qui n'ont jamais fait l'école. On était tous dans le marché. C'est mon client, c'est mon client. Je voyais parfois mes camarades passer, les gens avec qui j'ai fait les bons, qui étaient au CUS, qui devenaient des diplomates, qui devenaient des professeurs. Et donc, un jour, mon grand frère, qui était entre-temps déjà entré dans l'armée, sortait d'une mission, parce qu'il y a eu des missions pour mettre de l'ordre à la guerre de la Centrafrique. Et donc, il avait été sélectionné pour aller en mission d'un an. Et quand il est rentré de cette mission, il est venu me rendre visite. Et quand il m'a vu, excusez-moi, me rappeler de ces choses suscite en moi des émotions enfouies. Donc j'essaie de, voilà, j'aime pas chialer. Quand mon grand frère m'a vu, lui et moi nous sommes écarts d'un an parce que ma mère a eu des enfants, voilà, un fil indien genre, et pendant que tu as 6 mois, elle est enceinte de l'autre. Quand mon grand frère m'a vu, il m'a vu avec mes enfants, il m'a demandé, mais le père est où? Mes enfants souffraient, ils étaient abandonnés avec moi. Pourtant, leur papa était quelqu'un qui faisait tellement du bien aux gens. La maison de leur père était pleine de gens de son village qui l'hébergeaient, à qui il payait les études, ils vivaient comme des petits rois. Tandis que ses enfants, son sang, était dehors. Il nous envoyait des miettes, juste pour la suivi, le strict minimum. Il avait une aversion de ma personne que je ne savais pas. Donc on me demandait, tu es sûr qu'il n'y a rien eu entre toi et elle? Mon frère vient donc, il me voit, il me trouve dans cette situation. Il finit de me rendre visite, il était silencieux, il me regardait.
Dès qu'il a terminé, il est parti retrouver ma mère, où ma mère vivait chez ses sœurs. Il a discuté avec ma mère. Il n'a pas voulu trop parler. Il a dit à ma mère, j'ai vu la vie que ma soeur vit. Qu'est-ce que c'est quoi ça, dans quoi elle vit? Depuis quand c'est devenu comme ça? Il a dit à ma mère, je sors d'une mission et tout l'argent qu'on m'a payé, je veux qu'on donne ça à ma soeur. C'est comme ça que mon frère, il a sacrifié sa mission d'1 an sur moi. Il a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu vas acheter un concours comme il y a beaucoup de corruption en Afrique? Je lui ai dit non, j'ai envie de m'éloigner. Je veux partir. Et donc, il m'a donné cet argent. Et c'est comme ça que j'ai voyagé. J'ai dépêché l'un de mes petits frères pour rester avec mes enfants en attendant que j'arrive à bon port. Et donc, pendant que j'ai voyagé, les gens ne savaient pas, beaucoup de gens, ils se disaient que je suis encore dans ma misère, à l'université, avec mes enfants, à faire des petits jobs de maître, briser du poisson, faire de la vente ambulante. Pourtant, moi, j'avais déjà voyagé. Et quand mon voyage a été su, ma mère a subi des représailles. Mes tantes étaient fâchées. Pourquoi tu ne nous as pas dit que... Elle n'était pas contente que, voilà, notre nièce qui a souffert. Bah, si elle va se chercher, c'est mieux. Leur problème, c'était pourquoi on n'a pas été informé de ce projet. Et donc, elle était en transe. Quand on fait les choses dans la famille, on s'informe toujours. Ton enfant, là, a des sales habitudes. Voilà, les gens qui étaient calmes pendant que je vivais, tout ce que je vous raconte, qui se moquaient de moi, qui racontaient combien de fois je suis orgueilleuse et que je n'aurais rien avec cet esprit, qui aimait me voir pas en train de laver les assiettes. Comme tu étais quitté d'ici, tu as cru que tu peux, on va t'écraser. Donc quand j'ai voyagé, c'était comme ça. C'était la transe. Après s'être fâchée, c'était le dénigrement. Elle est entrée dans quel pays? Dans quel pays? Parce que mon réseau m'a fait entrer en Europe par la Grèce. Ah, il n'y a rien en Grèce. Quand ma mère leur a dit ça, elles se sont consolées. La Grèce est un pays en crise. Elles ont dit à ma mère, elle ne quittera même pas la Grèce parce que lorsque tu entres dans ces pays et que tu demandes la protection internationale, tu ne sortiras plus jamais. Donc, beaucoup d'immigrés se sont transformés en experts en relations internationales. Je me suis dit, mais on peut s'intéresser à quelqu'un comme ça. On peut s'intéresser à quelqu'un comme ça. Voilà. Et pendant que j'ai vécu en Europe, j'étais comme ça, j'ai eu ma tasse de thé. J'ai eu ma tasse de thé, se battre quand on arrive en tant qu'immigré, clandestin et tout. Donc je me suis battue. J'ai disparu. Je n'ai jamais eu de nouvelles de personne. Qu'est-ce qu'on disait de moi? Que je suis orgueilleuse, que je ne, voilà. Les gens ne m'ont jamais prononcé, hein. Quand j'avais de leurs nouvelles, c'était parce que quelqu'un me disait quelque chose de désagréable qu'ils disent à mon sujet. Ils se moquaient de moi. Après avoir tant fréquenté, elle s'en va migrer comme l'immigré clandestin. Quelle perte. Oh, donc c'était les dénigrements. Et les années passaient. Parce que j'arrive ici en 2019. En 2019, voilà. Que j'entre en Grèce. Et 2020, 21, 22, 23, personne ne me prononçait. Ils étaient contents. Parce qu'au départ, le fait que j'ai voyagé les a blessés. Mais quand ils ont su dans quel genre de pays j'étais et comment j'ai voyagé, ils m'ont un peu laissé tranquille. Et moi, j'ai disparu. J'ai connu Jésus. Je me suis mise dans les prières. Et en 2023, j'ai connu mon mari. En 2024, on s'est mariés. Et comme c'est des nouvelles qui ne se cachent jamais, quand ils ont su du tumulte dans la famille, les gens avec qui on ne se parle pas, les gens avec qui ça fait plus de 10 ans que j'ai coupé les ponts, comme c'est jamais appelé, même depuis que je suis en Europe, qui ont reproché ma mère, que je me suis mariée, pas sans les inviter, mais sans leur dire que j'avais l'intention de me marier. Dans leur but, qu'est-ce qu'elles aimaient? Intercepter mes projets à temps. J'avais compris leur mode de fonctionnement. Je me suis reconstruit. J'ai appris à m'aimer, j'ai soigné mes blessures internes, toutes ces choses qui m'ont fait mal. J'ai soigné mon âme d'enfant. J'ai soigné toutes ces blessures internes. J'ai retrouvé la joie de vivre. J'ai retrouvé la confiance en moi. Pas partant de la peur ou d'un esprit revanchard, mais partant d'un lieu paisible, d'un lieu de paix. J'ai appris à mettre des limites aux gens. Ma mère me supplie, appelle mes soeurs, c'est pas bien, je ne suis plus jamais dans ça. Les gens ont parlé de moi, ils se sont fatigués. Plus jamais. Plus jamais. Voilà. Ils disent que j'envoie au monde, ils continuent de parler de moi. J'ai même entendu que d'autres disent que je fais la concurrence avec les gens qui ont d'abord voyagé dans la famille. Que j'étais tellement envieuse que je suis allée me mettre en danger dans l'immigration clandestine. Donc pour eux, après avoir voulu me marier à l'époque, après avoir fréquenté, pour me dénigrer, elles disent que je me suis retrouvée dans l'immigration clandestine parce que j'envie mes tantes. J'ai entendu
des conneries sur moi, vous ne vous imaginez même pas. Mais elles vont continuer de parler. Je suis le genre de personne qui sait offrir son silence aux gens. Quand j'ai déjà compris certaines choses et quand j'ai déjà percé comment sont les gens, eh ben, je regarde, je ris. Et les murs ont les oreilles. Et comme c'est des gens qui ont tellement confiance en eux, qui vont parler de toi devant ta mère, devant tes frères, je ne sais pas, ils se disent quoi, qu'on ne parle pas entre nous. Vous savez, les personnes spirituelles qui sont malhonnêtes, là, méprisent les autres. Ils trouvent que les autres sont bêtes. Hein. Les sorciers trouvent que les autres personnes sont bêtes. Que seuls sont sages. Et par la grâce de Dieu, ça va. Ça va. J'ai retrouvé ma flamme. Mes yeux étaient tristes à un moment quand j'étais sur les photos. On me voyait passer quelque part dans un bon endroit en Europe, mais on pouvait voir dans les yeux la tristesse. Parce que mon âme avait été franchement touchée et troublée. Mais Dieu m'a restaurée. Je veux que toute personne qui traverse cette situation, je ne sais pas jusqu'où ces gens t'ont touché, mais sache que tu peux te relever. Dieu a fait des merveilles dans ma vie, je ne peux pas entrer dans les détails. Les choses que j'ai vécues quand j'ai voyagé, comment j'ai rencontré mon mari comme une blague, comment il est tellement bienveillant, comment il est le genre de mari que j'ai toujours manifesté dans mes écrits, dans mes prières secrètes. Dieu a fait tellement de merveilles dans ma vie. Et après vous avoir parlé de ces événements tristes, il faut que j'apporte du baume dans vos cœurs en vous apprenant tout ce qui a permis que je me remette debout, que je retrouve ma joie de vivre, ma paix, mon éclat. La dépression a failli me tuer à l'époque. On se moquait de moi. Elle a cru que la vie est facile. Trop de rêveries. Comme quand j'étais plus jeune, je rêvais, non, je serais si, après mes études. Les gens prenaient ça pour se moquer de moi. Quand j'ai traversé le désert de ma vie, la période noire de ma vie, les gens faisaient des sketchs en m'imitant. Je serais si. Voilà voilà ce qu'elle est devenue. C'est ça que moi j'ai vécu. Et quand j'ai coupé les ponts avec ces gens et qui se sont rendus compte que ce n'est pas la blague, je ne suis plus quelqu'un qu'on peut manipuler, à qui on peut faire du chantage émotionnel. Ils ont voulu faire de moi le mouton noir de la famille, avec des calomnies, m'inventer des histoires, alors que je ne dialogue même pas avec eux. Mais j'ai traité ça comme cela se doit, avec le silence. Je traite des rumeurs avec le silence. Voilà. Et tellement que je n'ai pas donné mon énergie à ça, tout ça s'est dissipé. Tout ça s'est dissipé. Ma paix, la paix que j'ai là, que Dieu m'a donnée, personne ne peut troubler ça. Personne n'a le pouvoir. Et toute personne qui est gênée de mon rayonnement, ce n'est que le début. Parce que Dieu a de grandes choses à faire avec moi. Je sais que Dieu a de grandes choses à faire avec moi. Je vais vous dire comment j'ai attiré le regard de Dieu dans ma vie. Comment j'ai attiré le regard de Dieu dans ma vie. Comment j'ai appris à le connaître avant même que je ne sois dans la révélation, quand j'étais encore dans le fourre-tout de la chrétienté. Je vais vous dire comment j'ai progressé. Shalom.